L'actualité dans les pays africains est dominée ces jours-ci par la menace d'une crise alimentaire. Cette crise alimentaire pourrait provenir de la sécheresse, mais aussi des inondations que l'on constate ici et là dans un certain nombre de pays africains. Mais l'élément le plus important quand on aborde la question de cette menace de crise alimentaire dans les pays africains, c'est la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine qui provoque un blocus au niveau de la distribution des engrais et des céréales. Alors, l'on se pose une question essentielle. Est-ce que cette guerre en Ukraine ne pourrait pas constituer une sorte d'opportunité pour que les pays africains, enfin, déclenchent une véritable production agricole, mais aussi déclenchent la transformation de leurs matières premières? En tout cas, c'est de cela qu'il va s'agir dans ce numéro-ci de Tribune du Mardi. La guerre en Ukraine, une opportunité pour l'Afrique, en tout cas un gros point d'interrogation. Et pour en discuter, nous sommes en compagnie de M. Mamadou Ndiaye, qui est président d'un parti politique ici au Sénégal, le parti républicain démocratique sénégalais. Bonsoir, M. Ndiaye. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté encore une fois d'être des nôtres pour débattre de cette question. C'est une question importante, essentielle. Vous la ressentez? Effectivement, je pense que aujourd'hui, il est plus que urgent de réfléchir sur éventuellement ce que devrait être l'attitude des pays africains par rapport à cette menace de crise d'insécurité alimentaire. Je pense, à mon humble avis, c'est une situation qui, aujourd'hui, on ne devait plus attendre que ça arrive. Maintenant, ce que je peux dire, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, en tant que président de l'OUA, de l'Union africaine, je suis un peu en déphasage, là. C'est la même chose, hein? L'OUA, ça date de longtemps. OUA, Union africaine. L'Union africaine. C'est un changement de dénomination. A bien voulu faire le déplacement pour aller rencontrer les belligérants, en quelque sorte, Poutine et éventuellement le président de l'Ukraine, qui n'a pas... Ça, c'est prévu. Oui, mais qui n'a pas encore rencontré. Et je me dis que son voyage devrait s'inscrire sur deux volets. Le premier volet, c'est l'aspect conjoncturel de la situation, qui aujourd'hui nous sommes en face d'une menace réelle, où si rien n'est fait, d'ici quelques semaines, on pourrait être on pourrait faire face à une pénurie de céréales qui forcément va avoir un impact sur la disponibilité du pain pour les pays africains. L'aspect conjoncturel, structurel du moins, c'est la situation que les pays africains vivent depuis les indépendances. Et ce serait, à mon avis, moi je pense que c'est une, je ne dirais pas une honte, mais ça ne fait pas, si vous voulez... C'est pas très compréhensible. Voilà. Non, je veux dire que pour nous, c'est pas quelque chose qu'on devait vivre. Nous ne devrions pas laisser cette situation exister. Pourquoi? Parce que l'Ukraine, c'est combien? Environ 40 millions d'habitants. L'Afrique, c'est combien? Peut-être 1 milliard. D'un milliard d'habitants. Plus d'1 milliard d'habitants. Ouais. Oui. Et si, en tant qu'Africains, la menace de notre sécurité alimentaire vient d'un pays d'une population de 40 milliards, c'est parce qu'il y a problème. OK. Il y a problème. Bien, c'est bien noté. Vous avez planté une partie du décor. Notre deuxième invité, c'est Monsieur Siressi, président du think tank Africa Worldwide Group. Bonsoir, Monsieur Siressi. Oui. Et merci encore une fois d'être des nôtres pour débattre de cette question que vous ressentez, qui est essentielle. Oui, absolument essentiel. Bonsoir, Monsieur Georges. Bonsoir, Monsieur Ndiaye, le président Ndiaye, que j'ai eu le plaisir de retrouver.
pour la seconde fois dans le cadre de l'émission. Effectivement, il y a les poètes ou les philosophes qui disent que aussi soit la nuit noire, il y aura toujours des éclaircies. Ça veut dire que même dans les moments les plus difficiles, il peut y avoir des opportunités. Mais pour ces opportunités, c'est celui ou celle qui sait détecter l'opportunité qu'il y ait dans une forme de menace globale. Effectivement, parce que le poète dit que quelle qu'en soit la profondeur ou la noirceur de la nuit, le jour finit par se lever. Espérons que aussi que cette guerre qui se passe au niveau de l'Ukraine, au-delà de ces aspects, disons, brutaux, de violence, puisse réveiller en nous véritablement ce que nous devrions faire depuis presque 60 ans, que nous avons toujours décalé ou refusé de faire, pourvu que ce prétexte-là nous pousse dos au mur pour que nous puissions en définitive prendre nos responsabilités, parce que c'est de ça qu'il s'agit pour le continent africain. Ok, merci beaucoup, M. Seressi. Nous aurons en direct d'Abidjan M. Philippe Medj, qui est industriel. Je ne sais pas si la connexion marche bien. On nous signale que en Côte d'Ivoire, en ce moment, les pluies tombent à flot et la connexion n'est pas très évidente. Est-ce qu'on peut dire déjà bonsoir à M. Philippe Medj? Bonsoir, M. Avocat. Bonsoir à tous les invités. Je vous entends très bien. Ça marche. Bonsoir, M. Medj. Bonsoir. Comment allez-vous? On nous dit qu'il pleut depuis hier à Abidjan. On parlait tout à l'heure d'inondation. C'est tout à fait juste. La pluie a commencé hier soir et jusqu'à présent elle continue. Il y a beaucoup d'inondations, mais vous savez, c'est Abidjan. On va se lever très vite. Je m'excuse déjà pour la qualité du réseau. Bien, alors tout à l'heure, on va, surtout pour ce qui concerne la deuxième partie de cette émission, nous allons vous donner véritablement la parole parce que nous avons, vous l'avez entendu tout à l'heure, nous avons évoqué la question de la transformation des matières premières africaines. Nous pensons certainement que cette guerre en Ukraine peut être une opportunité. Vous allez nous dire comment est-ce qu'on fait pour transformer les matières premières. Vous qui êtes sur le terrain, vous êtes un industriel, vous transformez le cacao en chocolat, c'est ça? C'est bien ça, c'est bien ça. Bien. Alors donc, à tout à l'heure. Mais je pense que cette guerre en Ukraine vous parle également. Vous pouvez donner votre avis, réagir là-dessus. Bien sûr, forcément. C'est malheureux, humainement, comme on dit. La guerre n'est jamais une bonne chose. Donc, c'est malheureux d'un point de vue humain. Économiquement, je pense que c'est l'objet du débat. Économiquement et scientifiquement, les guerres apportent toujours quelque chose. Je pense que c'est ce quelque chose-là que l'Afrique donc essaye de capter. Et donc nous allons essayer de capitaliser dessus et puis voir les différentes opportunités que cela peut nous donner. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons rappeler que en début de ce mois de juin 2022, le président Macky Sall, le président sénégalais, au nom de l'Afrique, a rencontré le président russe Vladimir Poutine, et c'est l'occasion pour nous de faire ce rappel puisque nous prenons cette rencontre-là comme référence de notre débat. Le président Macky Sall précise qu'il y a urgence à avoir accès au blé et aux engrais. Il y a urgence à résoudre le problème de l'accès aux engrais en Afrique et une partie de la solution se joue en Ukraine. C'est en substance ce qu'a répété le président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine dans un entretien accordé ce dimanche 19 juin à un hebdomadaire français. Macky Sall est revenu sur sa rencontre avec Vladimir Poutine le 3 juin dernier à Sotchi. Le chef de l'État sénégalais avait passé plus de 3 heures avec son homologue russe. En effet, les méfaits de la guerre
peser lourd sur le continent africain. Le marché d'approvisionnement en blé et surtout en engrais est bloqué alors que de nombreux pays africains sont dépendants de la Russie et de l'Ukraine. Et pour le chef d'État sénégalais, le plus urgent, c'est de débloquer l'approvisionnement en engrais. Les terres doivent être fertilisées dans un laps de temps très court. Il n'y a plus qu'un mois et demi pour le faire, précise Macky Sall, sans quoi la production céréalière locale ne serait pas suffisante et certains pays africains risquent de faire face à une forte détérioration de la sécurité alimentaire. Cet entretien est d'abord l'occasion pour le président sénégalais de réexpliquer sa position sur la guerre en Ukraine. Macky Sall a été très clair. Dans cette guerre, il y a bien un agresseur et un agressé, a-t-il confié. Mais pour lui, c'était un devoir d'accepter l'invitation au dialogue lancé par Vladimir Poutine et de parler à la Russie pour servir l'Afrique et mon pays, le Sénégal. Le président sénégalais est revenu sur d'autres sujets, notamment celui de l'OTAN. Il a indiqué lors de cet entretien, Vladimir Poutine lui avait indiqué que l'entrée de la Suède et de la Finlande à l'OTAN ne lui posait aucun problème. Une confession qui a d'ailleurs étonné le président sénégalais. Merci beaucoup, Penda Sylla, pour ce commentaire qui nous plante véritablement dans l'atmosphère de ce dont on va parler. Je reviens à vous, Monsieur Ndiaye. On va commencer par l'opportunité qu'a saisi le président Macky Sall pour se rendre en Russie. Il faut dire que habituellement, quand il y a un grand problème comme ça, des fois même en Afrique, on n'entend pas du tout la voix des Africains. Pour une fois, nous avons celle des Africains par la visite du président Macky Sall en Russie. Je crois que c'est un événement. Effectivement, c'est un événement et c'est important. Aujourd'hui, l'Afrique doit jouer un rôle important dans l'équilibre des relations au niveau mondial. C'est pourquoi avoir le président de l'unité africaine en Ukraine, en Russie et en Ukraine, est une excellente chose. C'est une excellente chose, d'autant plus que il est important que les puissances mondiales comprennent que l'Afrique a un rôle important à jouer, comme j'ai dit tantôt. Et que pour cette crise, avoir le président de l'unité africaine partir en Ukraine, partir en Russie, rencontrer le président Poutine, pour lui faire comprendre que notre position aujourd'hui, c'est la préservation de la paix, mais aussi c'est faire en sorte que vraiment que les pays, les chefs d'État aient la liberté en quelque sorte de prendre des décisions. Ces décisions peuvent plaire ou bien ne pas plaire à un tiers président, mais je pense que ce n'est pas une raison d'attaquer un pays voisin. Pour des raisons généralement qu'ils trouvent justifiées, mais à mon niveau, personnellement, rien ne justifie la guerre. Rien ne justifie l'attaque d'un pays indépendant sur un autre pays indépendant. Il est important qu'il y ait un respect mutuel des pays que nous sommes, afin qu'il puisse y avoir une cohabitation, afin que cette mondialisation dont il est question actuellement puisse réellement avoir son rôle fondamental à jouer au sein de l'équilibre des nations. Donc pour moi, c'est une excellente chose que le président soit parti, mais aussi, ça aurait dû être une meilleure chose si on avait bien entendu la position, si vous voulez, de l'Afrique vis-à-vis de cette guerre, pas seulement en termes de conséquences sur la sécurité alimentaire du continent, bien que cela soit important, parce que quand même c'est un problème qui est conjoncturel et il faut trouver une solution. Mais je dis que cela ne devrait pas tout simplement être le problème qui a été soulevé, et j'ose espérer qu'il y a eu d'autres choses qui ont été évoquées là-bas, que peut-être nous n'avons pas eu écho, mais parler seulement de la disponibilité, par exemple, des céréales pour les pays africains est une bonne chose, mais c'est pas une chose suffisante pour une rencontre de ce genre. C'est important. C'est important qu'on se fasse entendre. Ok, bien noté. Monsieur Sirissi, Oui. c'est une belle occasion que le président
Macky Sall a saisi au nom de l'Afrique pour, j'allais dire, pour faire entendre la voix de l'Afrique. Absolument. Actuellement, les Africains ne réagissent à rien du tout. Absolument. Et ça laisse présager à mon niveau 3 grille d'analyse. Hein. La première grille d'analyse, c'est comme vous le dites, hein, de l'opportunité de se prononcer. La deuxième grille d'analyse, ce sera dans les formes dans lesquelles le président sénégalais, en l'occurrence le président de l'Union africaine, parce que c'est de ça qu'il s'agit, a eu à faire son discours dans les formes et dans le fond. Sur l'opportunité, effectivement, parce que vous voyez, l'Afrique avait décidé, depuis la conférence de Badoing en 1955, d'adopter ce qu'on appelle le principe du non-alignement. Ça veut dire quoi? L'Afrique avait décidé pendant longtemps que sur les crises internationales majeures, qu'elle n'est ni du camp Est ni du camp Ouest, qu'il est neutre. Et c'est cet esprit de Bandung que j'appelle Sébastien Leblanc avait un peu poursuivi le continent africain, à telle enseigne que l'Afrique elle-même s'est marginalisée sur les questions internationales, sur les questions planétaires. Et c'est le contraire que ça a fait l'Union européenne. Parce que quand vous vous rappelez bien, à la naissance de l'Union européenne est née, et dès qu'elle est née, a pris la décision de devenir un acteur de ce jeu international en ayant son mot à dire. Quand on regarde bien la trajectoire historique, avant, la voix de l'Union européenne ne comptait pas sur les questions internationales. C'était soit la voix de l'Amérique, donc de l'OTAN, ou bien la voix de l'Union soviétique à l'époque, devenue URSS. Il a fallu pour l'Union européenne se battre, prononcer des avis, hein, prendre une position sur les questions internationales, qui fait qu'aujourd'hui, 30 ans, 40 ans après, la voix de l'Union européenne compte sur la scène internationale. Oui, parce que 27 pays, etc. Donc, le fait que le président en exercice de l'Union africaine ait pris position, à mon avis, donne un déclencheur assez extrêmement fort. Ça veut dire que peut-être l'Afrique a rompu avec cette idée de neutralité, cet esprit de Badoing qui fait que sur les questions internationales, on croise les bras et on laisse. Donc ça, du point de vue de l'approche, même il y avait des événements sur le continent que l'Afrique ne prenait pas. Et d'ailleurs, du point de vue symbolique, du point de vue même psychologique, c'était extrêmement important que l'Afrique puisse se déterminer par rapport à cette crise-là. Et je pense que, selon les mots du président sénégalais, il s'agissait d'une agression d'un pays sur un autre pays. Ça, c'était la valeur... Un pays agresseur, un pays agressé. Ça, c'était important sur la valeur symbolique. Et c'est d'autant plus intéressant que dans l'ordre mondial dans lequel nous sommes, qui est l'ordre de la globalisation, enfin, on ne peut pas être neutre, il faut prendre parti. Hein? Mais quel parti il faut prendre? Il faut prendre le parti de ses propres intérêts. Nous, pendant longtemps, au nom de cet esprit de Badoing-là, non seulement on ne prenait pas parti, mais à chaque fois qu'on était appelé à prendre parti, on ne prenait pas parti suivant nos propres intérêts, mais on prenait parti suivant les intérêts des autres. On n'était pas un acteur, on était plus un enjeu. Moi, je pense qu'ici, le président sénégalais, disons, qui représente l'Union africaine, a pris position et que cette position-là rentre dans les intérêts stratégiques du continent africain. Ça, c'était la dimension symbolique. Maintenant, on en revient dans la forme de cet entretien. La forme, c'était extrêmement important parce que, vous savez, dans les relations internationales, au-delà des dits, des mots, des verbes, les actes qu'on pose, les images, sont extrêmement beaucoup plus parlantes, très bien, que les relations internationales, c'est par essence le domaine de la communication non verbale, où les actes que l'on pose sont beaucoup plus parlants que les mots que l'on prononce. Quand on jette aussi un coup d'œil, on se rend compte du président Vladimir Poutine de la Russie qui avait reçu le président français Emmanuel Macron. La table qui les séparait en dit long sur une très longue table, voilà, chacun dans son coin. Dans l'un des bouts de très bien, voilà, en dit loin. Quand ce même Vladimir Poutine a eu à recevoir
recevoir Angela Merkel, qui, dirait-on, a une phobie du chien. Il a laissé balader son chien, voilà, ce qui fait que la dame a perdu le fil de ses idées. Le fil de ses idées. Quand on a un président africain qu'on reçoit avec une forme de proximité véritable, pratiquement en termes de communication verbale, il y a ce qu'on appelle la distance. Hein, et la distance qui est une distance vraiment personnelle. Hein, c'était même, ça dépassait la distance sociale pour être dans une forme de distance personnelle. Et la distance personnelle renseigne sur l'importance qu'accorde celui qui a invité par rapport à son invité. C'est-à-dire que dans l'espace d'un moment, l'Afrique était devenue au centre des médias mondiaux, vu son traitement, mais aussi vu que c'était peut-être l'une des premières fois au monde où on demandait à l'Afrique de se prononcer sur une question internationale majeure. Donc, dans la forme, c'était extrêmement important. Et ça cet entretien avec le président de l'Union africaine et Poutine replace du coup l'Afrique dans ce qu'on appelle les schémas médiatiques, etc. Ça, c'était la forme, c'était important. Et comme l'a dit M. Ndiaye, l'Afrique aussi est un acteur. Mais c'est dans le contenu que ça laisse à désirer, mon gars. Parce que on va y arriver. Oui, on continue. Tout à fait, absolument. Monsieur Ndiaye, est-ce qu'on peut dire que l'Afrique va de plus en plus prendre position, va être de plus en plus visible sur l'échiquier international? Mais l'Afrique devient incontournable dans l'échiquier international. Oui, ça c'est ce qu'on dit toujours. On a les matières premières, on a ci, on a ça, on a tout. Maintenant, mais on ne compte pas. Alors, est-ce que maintenant on va compter véritablement avec... je pense qu'on doit compter. Est-ce qu'on va compter la situation telle qu'elle est aujourd'hui nous fait croire qu'effectivement, on va compter. Parce que rien ne peut plus être comme avant. Je pense que l'Afrique, aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, est incontournable. Nous avons les ressources naturelles, nous avons les matières premières. Oui. Hein, et je pense que peut-être ce qui nous manquait... On a été très timide sur la scène internationale. Ce qui nous manquait, comme je peux le dire, c'était le leadership. Est-ce que nous l'avons jusqu'à présent? On trébuche. On trébuche. Mais j'ose espérer qu'on va y arriver. Que de plus en plus... De plus en plus... On va entendre l'Afrique. Voilà, on va entendre l'Afrique. Et je pense que personne n'attendait aujourd'hui de voir le président de l'Union africaine aller à, comment on appelle ça, aller en Union soviétique. Parce que par le passé, comme l'a dit Cyril tout à l'heure, l'Afrique était toujours marginalisée, ou bien l'Afrique se marginalisait. Elle se faisait muette en tout cas. Voilà, voilà, on l'entendait pas. Mais le fait de partir là-bas, peut-être dans l'approche, dans la forme, dans le fond, il y a quelque chose à dire, mais c'est déjà un pas qu'on soit là-bas. Maintenant, on ne doit pas y être aussi en termes de figurant. On doit y être en étant vraiment, en étant acteur, oui, en étant acteur et en étant décisif par rapport aux décisions que nous voulons, sur lesquelles nous voulons discuter pour les prendre. Et ça, c'est important. Ces décisions, maintenant, c'est pas n'importe qui va les prendre. Ces décisions, c'est une Afrique unie, une Afrique qui parle au nom d'une seule voix, une Afrique qui croit en elle-même, une Afrique qui comprend qu'aujourd'hui, l'enjeu économique mondial se joue dans son environnement. Et je pense que ça, c'est fondamentalement important. Parce que c'est seulement en étant conscient de cela, et en réclamant notre position, que les autres nations vont nous respecter et nous mettre à notre place. Ok. Voilà. Ok. Alors donc, maintenant qu'on a situé, qu'on a planté, qu'on a montré l'importance de la présence du président Macky Sall en Russie par la visite qu'il a effectuée au nom de l'Afrique. Allons-y pour ce que vous étiez en train de relever. Le président Macky Sall a posé le problème du blocus que constitue la non-distribution des céréales et des engrais à cause de cette guerre. Absolument.
Après avoir entendu le président de l'Union africaine parler, j'ai eu un peu mal, hein, j'ai eu un peu honte aussi. Mais bon, ça c'est aussi le style de l'homme, hein. C'est le style de l'homme qui est comme ça, parce que vous savez, souvent c'est des discours pour un homme politique, je le dis souvent, c'est un discours qui lui fait rentrer dans l'histoire. C'est comme un discours qui lui fait sortir de l'histoire. Mandela ne serait jamais Mandela s'il n'avait pas tenu ce discours de la Rainbow Nation. Au moment où il avait la possibilité d'en appeler à la vengeance, et il est allé au-dessus d'eux pour dire que noir, blanc, jaune, etc., nous allons former une nouvelle nation. Et c'est comme ça que la nation sud-africaine post-apartheid est née. Thomas Sankara ne serait jamais une figure panafricaine s'il n'avait pas tenu ce discours-là dans l'un des sommets de l'Union africaine, de l'OUA, pour vous paraphraser, où il dit que la seule manière de vivre libre, c'est de vivre africain. Mais Patrice Lumumba aussi ne serait pas Patrice Lumumba quand il n'avait pas tenu ce discours devant le roi des Belges en lui disant carrément que l'indépendance que vous nous octroyez, vous ne nous octroyez pas. Nous nous sommes battus pour l'avoir. Même le président sénégalais, l'ex-président sénégalais, Abdou Diouf, à l'époque, s'il y a un mot qui lui a fait entrer dans l'histoire, c'est quand il avait dit, dans les années 90, que l'apartheid est un crime contre l'humanité. Et c'est même cette bout de phrase-là, ce bout de phrase qui a un peu précipité le jeu. Aujourd'hui, le président Macky Sall avait, à partir de ce prétexte-là, où tous les médias du monde étaient braqués là-bas, là, au lieu de parler des graines, des céréales, voire même de l'intendance. Le problème de mais il l'a posé en le plus immédiat. En fait, urgent. Il l'a posé, mais pas avec les mots qui s'y aiment, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir, c'est comme à la Bolo de Joe. Tu as des as et des valets et tu fais un faux jeu. C'est-à-dire que tu as les bonnes cartes, mais tu ne sais pas comment les utiliser en fait. C'est-à-dire qu'à cette tribune-là, au lieu de parler des graines, des céréales, voire même ce qui relèverait de l'intendance, mais l'envelopper sur cette nouvelle Afrique qui est à l'horizon. Est-ce que c'était là Non, c'était là l'enjeu. Parce que face à Poutine. Oui, c'était là l'enjeu. C'était ça l'enjeu. Nous, on se dit que bon, il va avoir une très bien. Non, l'enjeu c'était de dire à Poutine, parce qu'en réalité il ne dit même pas à Poutine, mais il le parle à la face du monde en réalité. C'était le moment de leur dire que mais attention, une nouvelle Afrique est née. À partir de cette crise-là, ça on l'a dit. Très bien, l'Afrique va reprendre les choses. Donc, ce que je veux dire, une nouvelle Afrique est née. L'immédiat. Absolument. Ça veut dire qu'il y a un décalage. Quand vous voyez, par exemple, la réponse que Poutine lui a donnée, il m'a semblé que le président Macky Sall n'a pas bien préparé cette rencontre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le Poutine-là. Vous savez qu'est-ce qu'il dit du continent africain lui-même? Il dit que du continent africain, c'est un continent qu'on ne peut pas développer et qu'on ne devrait même pas développer. Quand lui a dit pourquoi, il dit que c'est parce que les Africains eux-mêmes, ils n'aiment pas l'Afrique. Et on dit pourquoi? Il dit que quand les Africains veulent étudier, ils vont aller à l'étranger. Quand ils vont se soigner, ils vont aller à l'étranger. Même quand ils mangent, ils vont importer. Le seul lien qui unit l'Afrique aux Africains, c'est quand ils sont morts, ils veulent être enterrés en Afrique. Et Poutine dit que pour lui, l'Afrique est considérée comme un cimetière et il n'y a pas nécessité de développer un cimetière. Maintenant, pour une personne qui a cet ordre du discours, de la pensée, et que vous venez rencontrer, mais c'est une erreur stratégique que de venir à la limite quémander du céréal, dire, parce que en termes de communication, à ce niveau-là, la perception elle est fondamentale. C'est même la perception qui est réalité. Ça veut dire que à ce niveau de responsabilité, chef d'État, les questions que le président sénégalais a dit, ça c'est l'affaire des ministres qui doivent le régler, des cas pratiques. C'est le verbe des ministres. Oui, mais à ce niveau-là, les questions les plus urgentes. Maintenant pour la suite. Est-ce que ça ne doit pas se faire au niveau de l'Afrique? Pourquoi je le dis? Parce que ce qu'il était venu dire à Poutine, c'est pas à Poutine de le régler, c'est pas Poutine qui a la solution, c'est les Africains qui ont les solutions. C'est pas à Poutine de venir donner des graines aux Sénégalais aux Africains pour éviter la famine. C'est les Africains qui doivent se donner les moyens de ne pas connaître la faim comme les autres peuples l'ont connu. Et je donne un exemple basique. Quand vous prenez la partie Asie,
aujourd'hui, qu'il y ait guerre en Ukraine, c'est même pas le problème. La question de l'autosuffisance alimentaire, ils l'ont réglé avec d'autres pays de la région, Thaïlande, Vietnam, etc., etc. Donc, que les gars tiennent leurs graines, etc., ça ne les empêche pas de vivre. C'est à ce niveau de responsabilité que... Et puis, deuxièmement, pourquoi je le dis? Dans ces genres de rencontres internationales, il y a ce qu'on appelle le huis clos des chefs d'État. Quand vous êtes en huis clos des chefs d'État, tu peux lui dire tout ce que tu veux, le discours. Mais dès lors que vous sortez pour qu'on immortalise le débat, pour que les chaînes de caméras, etc., mais vous ne pouvez pas tenir un discours du dedans dans un espace du dehors. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que je ne suis pas contre ce qu'il a dit. Mais là, il avait l'attitude et l'espace pour le dire en tête-à-tête avec Bouclé. Mais dès lors que les médias sont là, braqués, et là, on immortalise le moment, on l'inscrit dans les trucs là. Mais Dieu, il faut choisir les mots parce qu'après tout, c'est l'Afrique qui parle. Il parle au nom du continent africain. Il ne peut pas, en aucune manière, doit donner l'impression de venir quémander sa pitance. Est-ce qu'il a quémandé Poutine ou a-t-il quémandé ou bien a-t-il posé les problèmes très bien, de façon claire et nette? Parce qu'il a posé les problèmes. Et d'ailleurs, c'est la perception qui se dégage. En premier, il a posé le problème de l'agressé. Oui. Et en deuxième, il a posé le problème de l'accès aux céréales et aux engrais. Très bien. Et ça, c'est le plus urgent. Mais peut-être que vous conviendrez avec moi que la perception, des fois on arrive en termes de communication, ce n'est plus la réalité qui est réalité, mais c'est la perception qui est réalité. Et cette perception, quand on voit les médias africains, la majeure partie avait cette perception, même s'il a parlé des choses de conflits, de guerre, etc. Mais la perception globale que les Africains, ou la majeure partie des Africains, et même d'ailleurs, ont pu retenir de ce discours-là, c'est que, par exemple, le président Macky Sall, à la limite, était même à genoux pour demander que soit vous arrêtez la guerre, pour que nous puissions disposer de ces céréales, ou bien si vous devez continuer la guerre, mais faites-nous tout pour que les céréales nous arrivent, parce que si ça ne nous arrive pas, on va être en famine. Alors, monsieur Ndiaye, est-ce que M. Sirissi n'exagère pas quelque peu? Non, il exagère. De mon point de vue. Moi, je dis, ce qu'il a dit, il y a une partie qu'il a dit, qu'il a prononcée, sur laquelle il s'est prononcé. Je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'unité africaine, l'Union africaine du moins, doit prendre son, comment on appelle ça, son destin en main. Oui. Est-ce que vous voyez? La décision que nous devons prendre en tant qu'Africains aujourd'hui, c'est pas une décision qu'on doit même parler devant Poutine. Poutine, vous croyez que Poutine est assis à moins d'1,50 m du président Macky Sall, président de l'Union africaine, pour rien? Non. Il l'a fait parce que c'est une façon de dire, l'Afrique, je suis avec vous, je m'approche de vous. Et il faut retenir une chose. Les États n'ont pas d'amis. Ils ont des intérêts. Et Poutine n'a aucun intérêt à ce que l'Afrique, aujourd'hui, assure son autosuffisance alimentaire. Sinon, il va avoir des problèmes où vendre ses céréales. Est-ce que vous voyez? Moi, ce que je dis, je suis entièrement d'accord que, et je pense, je l'ai dit tantôt, que le discours que le président de l'OUA a prononcé, du moins les échanges qu'il a eu avec Poutine comment on appelle ça, en Russie, devait se présenter sur deux volets. Je pense qu'il a rempli sa mission, le président Macky Sall. Un premier volet, attendez, donnez-moi une minute. Un premier volet, comme je l'ai dit, c'était de faire comprendre aux gens que aujourd'hui, l'Afrique, c'est autre chose. On veut être entendu. Nous avons notre parole, nous avons notre mot à dire dans tout ce qui se passe dans ce monde-là. N'est-ce pas ce qui enveloppe sa visite là-bas? Je n'ai pas trop entendu cela. Avait-il besoin de le dire, puisqu'on voyait la symbolique, le fait d'avoir fait le déplacement? D'accord, le déplacement c'est bien. C'est déjà ça. Le déplacement c'est bien, mais c'est important aussi. Et d'ailleurs, moi je pense que c'est à ce niveau que les médias, au niveau mondial, attendaient le président de la République. Pour qu'il dise à haute voix que nous ne sommes pas venus ici pour des balivernes. Nous sommes venus parce que nous voulons être entendus. Il y a une crise. Il y a une crise mondiale. Attendez une seconde. Il y a une crise mondiale qui secoue le monde. Et nous voulons être entendus par rapport à cette crise-là. Est-ce que vous voyez? Maintenant,
il y a un problème qui est très urgent, que je traite de conjoncturel, c'est la problématique de la disponibilité des engrais et des intrants, mais aussi la disponibilité des céréales. Ok. Est-ce que je veux me positionner par rapport à... Alors, moi, je pense que c'est ce qu'il a fait. Par rapport selon moi, c'est ce qu'il a fait. Il a posé les deux problèmes essentiels. Maintenant, le pas en avant qu'il faut faire, c'est la question que nous nous posons. Je suis d'accord avec... Et nous souhaitons consacrer la dernière partie de cette émission à cela. D'accord. Est-ce que la guerre en Ukraine n'est pas une belle opportunité pour les pays africains de se faire valoir en mettant l'accent sur leurs productions agricoles et en transformant leurs matières premières. Voilà. Effectivement. Et là, ça n'a plus rien à voir avec Poutine. Voilà, effectivement, si vous permettez. Je pense que si on remonte un peu à quelques années d'avant, nous avons vu que les pays africains, surtout les pays au sud du Sahara, ils ont fait beaucoup d'exportations. Et il y a eu une croissance exponentielle de leurs exportations. Au niveau des ressources naturelles, je pense qu'on peut compter qu'on est parti de 68 milliards à 400 milliards en termes de produits naturels exportés. Et les produits, les matières premières, les minerais, le pétrole, on est parti de environ 38 milliards à 300 milliards de dollars, je dis, de 1995 à 2012. Je pense que, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les pays africains se sont beaucoup plus concentrés sur l'exportation de ces ressources, de ces matières premières. Et le danger, le risque de cela, du moins, c'est quoi? C'est parce que ils n'ont aucun contrôle de ces prix dans le marché international. Et que la baisse de ces prix au niveau du marché international va forcément entraîner une baisse, si vous voulez, des dépenses publiques d'investissement au niveau de leur pays. Et la conséquence immédiate de ça, c'est quoi? C'est le ralentissement de leur économie. Est-ce que vous voyez? Maintenant, comment faire pour essayer de contrecarrer cela? Je pense qu'il faut, un premier élément, il faut essayer de voir comment de diversifier ces exportations, en peut-être touchant au niveau de l'agriculture. Est-ce que vous voyez? Par exemple, exporter des légumes, exporter des fruits, ainsi de suite. Maintenant, on pose le problème de la crise alimentaire, oui, donc je suis en train de parler. La consommation au plan local. J'arrive. Oui. Maintenant, ce qu'il faut Avant dire. Même de parler d'exportation. Voilà. Ce qu'il faut dire. C'est pour tout simplement vous dire que nous sommes l'Afrique a ce dont elle a besoin pour se développer. C'est pourquoi je vous fais comprendre que il y a eu cette croissance exponentielle au niveau de ces exportations. Mais est-ce que c'est de l'exportation qu'on a besoin? Non. Nous avons besoin de transformer ces matières premières au niveau local. Avant de les transformer, parce que quand on les exporte... Avant de les transformer, on pose le problème de la production. Et là, la question qu'on a posée en début d'émission, c'est est-ce que la guerre en Ukraine n'est pas une opportunité pour les pays africains de développer franchement leur production agricole? Mais effectivement, d'ailleurs, c'est de là, je venais tout juste là-bas pour vous dire que l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, a un avantage stratégique en termes de durabilité, si vous voulez, de la production agricole. Pourquoi? Parce qu'il y a un énorme potentiel d'irrigation en Afrique. Énorme potentiel. Si vous regardez par exemple le bassin du fleuve Congo, hein, c'est environ 23% si vous voulez, de l'irrigation en Afrique. Le Nil, 9%. Donc, on n'a pas besoin, parce qu'aujourd'hui, notre problème fondamental, c'est l'eau. C'est l'eau. Après l'eau, le reste, c'est des choses qu'on peut acquérir. Quand il y a sécheresse, quand il y en a trop, c'est inondation. Voilà. Maintenant, il faut avoir une maîtrise de l'eau. Savoir exactement de quoi on a besoin et effectivement utiliser ce dont on a besoin et ne pas dilapider l'eau.
OK. Voilà. Alors, je donne la parole à M. Siressi, tout en demandant à M. Philippe Metch de vous apprêter à... nous allons parler de la transformation des matières premières, mais on va encore poser la question de savoir si cette guerre en Ukraine qui provoque une menace de crise alimentaire, est-ce qu'elle n'est pas finalement une opportunité? Et c'est ce qu'on dit souvent, une crise, un problème est une opportunité. Absolument. Excusez-moi d'être un peu sadique, comme parlait l'autre, mais toute guerre en soi offre une opportunité économique. Toute guerre, vous savez, peut-être sur le plan humain, la guerre serait un désastre. Sur le plan social, ce serait très déshumanisant. Mais sur le plan économique, la guerre est un bien. Là, je parle du purement économique. Surtout que cette guerre n'a pas lieu sur le continent africain. Très bien. Donc, la guerre serait, du point de vue purement économique, quand on enseigne les sciences économiques, un bien au sens de pétrole, gaz, etc. C'est un bien du point de vue en amont comme en aval. Parce qu'avant qu'il y ait la guerre, il y a l'économie de la guerre. Du point de vue, avant qu'on se lance en guerre, donc il faut vendre des armes. Il faut faire tout le dispositif. Et après la fin de la guerre, il faut reconstruire ce qui a été détruit. Donc, il y a une économie de la reconstruction. Il y a une économie des armes, de la guerre, et une économie de la reconstruction qui fait que la guerre en soi, du point de vue machiavélique, sadique, mais du point de vue purement économique, sans toute autre forme de considération, est un bien. Donc, ce qui fait que, est-ce que c'est à ce niveau-là que, des fois, les hommes créent même de la guerre parce que il y a une dimension purement économique, mais je n'en sais pas beaucoup, mais de toute manière, il faut que les industries de l'armement tournent, et que pour que ça tourne, il faut qu'il y ait nécessairement la guerre. Donc, j'étais un peu dans, très bien. Mais si c'est une opportunité, parce que on voit la menace de crise alimentaire. Mais c'est pas parce que c'est de l'opportunité que ça va devenir de l'opportunité en Afrique, non. C'est de l'opportunité. Encore faudrait-il que nous sachions que c'est de l'opportunité. Et que nous comprenions que c'est de l'opportunité et que nous nous donnions les moyens de saisir de cette opportunité. Alors, question directe. Est-ce que vous pensez que le président Macky Sall, en tant que président de l'Union africaine, va convoquer ses pairs, les autres présidents africains, pour un grand sommet sur le développement des productions agricoles? C'est ce qui est souhaité. Mais je ne pense pas que c'est ce qui va se réaliser. C'est ce qui est souhaité parce que le contexte, tous les éléments du contexte font que les pays africains doivent se réunir pour essayer de voir comment régler définitivement la question. Je ne parle même pas de la souveraineté, mais même de la sécurité alimentaire. C'est-à-dire que nous, on n'a même pas cette sécurité alimentaire, d'autant plus au point d'en avoir même la souveraineté. Pourquoi vous pensez que ça ne va pas avoir lieu? Ça ne va pas avoir lieu pour la simple et bonne raison que si ça devait se tenir, c'est ce que dit le président de la BAD depuis qu'il est... le gars, il est dans son deuxième mandat, à son deuxième mandat. Depuis son premier mandat, il n'a cessé d'en appeler au chef d'État de venir. C'est pour ça qu'on parle d'opportunité. Très bien, de venir, voilà, de venir parler de cette question agricole. Mais il m'a semblé que l'agenda politique prime sur l'agenda économique au niveau des chefs d'État. Et d'ailleurs, ce que dit le président de la BAD est extrêmement important. Si nous pensons qu'au pays africain, nous allons atteindre notre sécurité alimentaire en ayant seulement des politiques nationales agricoles, on va se foutre les doigts dans l'œil. Aujourd'hui, si nous voulons profiter pleinement de la position géoclimatique, géostratégique du continent africain, qui, je le rappelle, est le seul continent au monde qui est à la fois, ou qui appartient à la fois à deux hémisphères, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. C'est quoi la valeur ajoutée? C'est que nous pouvons faire toutes les cultures du monde 2 fois dans l'année. C'est-à-dire que l'Afrique est le seul continent qui peut faire toutes les cultures qu'il y a au monde, parce qu'on est dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, mais 2 fois dans l'année. Si nous ne comprenons pas cela, pour cela, le justement, d'ailleurs, c'est pour... demander que très bien. C'est pour ça 10% de leur budget à l'agriculture. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi j'ai mal quand on parle des questions de souveraineté alimentaire en Afrique, alors qu'on a tous les atouts pour en régler. Si nous n'avons pas, ou si nous ne nous dotons pas d'une politique agricole africaine
qui essaie de voir l'ensemble du continent africain comme une seule région, qui fait qu'on va le faire comme le colon l'avait fait, en exploitant l'Afrique équatoriale française et l'Afrique occidentale française, en spécialisant des pays dans des cultures pour pouvoir jouer le link. Si nous n'envisageons pas tout le continent africain comme un seul ensemble pour y élaborer une politique agricole qui fait que le Sud va nourrir le centre va nourrir, etc., dans une approche systémique, nous n'allons pas s'en sortir, parce que vous le dites tout à l'heure. Bon, moi, je vous trouve plutôt pessimiste, parce que l'Afrique a encore le temps de saisir cette opportunité. Mais il faudrait peut-être, à mon avis, il faudrait que cette classe ou cette race de dirigeants encore puisse être remplacée par de nouveaux Africains qui ont le disque dur, hein, leur mindset, qui ne sont pas dans des logiques du monde ancien. Parce qu'à mon avis, le plus grand problème pour le continent africain, l'essentiel de nos dirigeants ont le disque dur de l'ancien monde. Hein? D'accord. Et que on n'est pas je parle avec Ok, monsieur Ndiaye, est-ce que vous êtes tout aussi pessimiste que monsieur Siressi? Pensez-vous que dans les semaines qui arrivent, le président Macky Sall va organiser une grande rencontre sur la production agricole en Afrique, justement en tenant compte de cette guerre en Ukraine? Je pense qu'il écoute bien ce qui se dit. S'il écoute bien ce qui se dit, ce sommet ne devrait tarder à être convoqué. Maintenant, rien ne nous dit qu'il va le faire, rien ne nous dit qu'il ne va pas le faire. Est-ce que vous voyez? Tout ce qu'on souhaite, c'est que ça se fasse. Ça se fasse. Parce qu'aujourd'hui, il est plus que temps. Non, je ne pense pas que ça va se faire. Peut-être il est plus convaincu que moi. Mais moi, je dis que c'est l'opportunité qui doit l'obliger à convoquer ce sommet. Ok. L'opportunité que nous avons en face de nous. C'est cette opportunité qui doit l'obliger à convoquer ce sommet. Et Georges, je voudrais juste préciser ma pensée. Moi, je reste un afro-optimisme ou même béat, pour parler comme Candide. Moi, je crois en l'Afrique, fondamentalement. Mais ce sont les dirigeants africains actuellement qui sont en poste pour l'essentiel, à mon avis, qui ne comprennent pas les nouvelles dynamiques africaines et qui ne comprennent pas les nouveaux enjeux, ou bien même s'ils les comprennent, ils les préfèrent à leur propre agenda personnel que sur le devenir du continent africain. En fait, c'est de ça que je veux parler. Alors, deuxièmement, pourquoi je suis très pessimiste à la tenue de cette rencontre? Parce que la majeure partie des chefs d'État sont empêtrés dans leur calendrier ou dans leur agenda politique. Parce que l'Afrique va partir aux élections les 2 prochaines années. Pratiquement dans l'essentiel de nos pays africains, il va y avoir une question, etc. Ceci ne devrait-il pas être une occasion? Tout à fait. Ceci ne devrait-il pas être une opportunité, une occasion pour donner de l'espoir aux Africains que les dirigeants que nous avons aujourd'hui ont compris que ce qui était hier n'est plus et ne peut plus être. Et que s'ils veulent continuer à exister, il va falloir... Excusez-moi, c'est là où... je vais rebondir juste avant de donner la parole à notre frère ivoirien. Je vais juste rebondir. Pourquoi les chefs d'État, pour l'essentiel, n'ont rien compris? S'ils doivent attendre jusqu'à la crise ukrainienne pour savoir que c'est le moment d'agir, ils ont tout faux. Parce que c'est la Covid qui a donné l'ultime opportunité en 2019 pour changer les choses fondamentalement avant que cette mini... ça veut dire que du point de vue des enjeux, ce que la Covid aura permis, au-delà des aspects catastrophiques, d'une forme de prise en conscience. Et ils n'ont pas pris cette conscience-là devant Covid. Je ne pense pas que c'est... Si on le compare, la Covid et la crise de l'Ukraine, j'avais dit que la crise d'Ukraine est un épiphénomène dans la crise de Covid, parce que de beaucoup plus large. Ils n'ont pas pris conscience à ce moment-là pour savoir qu'il y a un monde nouveau qui arrive. Et à partir de là, il y a le monde post-Covid, mais c'est pas cet épiphénomène de crise en crise qui est conjoncturel à la limite. Merci beaucoup, Siressi. Il faut dire que la crise la pandémie de Covid-19 était là, était en train de s'estomper, et puis paf, on a eu la guerre en Ukraine. Alors, on va continuer de faire des pas en avant concernant notre émission. On a posé également le problème, la question de la transformation des matières premières.
Dans une précédente émission, vous aviez dit que quand on dispose de matières premières, on peut avoir accès au financement. Absolument. Parce que... Et vous l'avez dit tellement facilement que ouais, très bien. Moi, j'ai sursauté. Absolument. Parce que, par exemple, quand on a... Je donne un exemple. Quand on a des titres miniers, quand on a de l'or, de pétrole, gaz, tout ce que vous voulez, on a la possibilité de lever énormément de fonds. Avant, il y avait que, par exemple, que les banques de développement qui pouvaient vous prêter de l'argent, à la limite les banques commerciales. Mais aujourd'hui, vous pouvez lever de l'argent au niveau de ce qu'on appelle l'aide publique au développement. Vous pouvez lever l'argent au niveau des banques commerciales, banques de développement. Vous pouvez lever l'argent au niveau des places boursières. Mais vous pouvez même lever l'argent au niveau de ce qu'on appelle le fund hedge. Les hedge funds, c'est-à-dire que les fonds vautours, des gens qui ont énormément d'argent, qui savent quoi en faire et essaient sont prêts à, etc. C'est-à-dire que ce qui était le problème du siècle dernier, le capital, pour parler au sens Karl Marx du terme, c'est la chose la plus disponible dans ce monde, c'est-à-dire que l'argent. Je ne peux pas comprendre. Nous sommes dans un monde où la disponibilité, la ressource la plus disponible, c'est l'argent. Et en ressources longues, que vous puissiez dilapider vos ressources, vos matières premières. Et c'est d'autant plus dramatique, comme on est dans le contexte des ressources alimentaires, que c'est nous qui produisons les ressources alimentaires, mais c'est eux qui fixent les prix des matières, des ressources alimentaires. Aujourd'hui, pour l'essentiel de ce que nous exportons, les prix sont déterminés au niveau de la bourse de Genève, de Londres, aux États-Unis. Alors que c'est à nous de voir comment ça nous a coûté, quels sont les coûts de facteurs, pour parler économie, pour voir quelle est la marge sur laquelle... Maintenant, tout cela, alors que c'est nous qui détenions la ressource. Mais pourquoi, Joe, on détient la ressource, on n'est pas capable d'en fixer le prix au détriment même, au prix même de le garder ou de le vendre ailleurs. Voilà, parce que les seuls acheteurs, c'est pas seulement l'Occident, camarades. C'est pas seulement l'Occident, mais l'Asie aussi est demande. Bien sûr. Le Moyen-Orient aussi demande. Bien sûr. Alors, direction Abidjan, Monsieur Philippe Metch, on ne vous a pas oublié. On a envie maintenant de vous faire réagir, de vous faire entrer dans ce débat. Vous êtes un industriel, vous avez décidé de transformer le cacao en chocolat. Comment est-ce que vous est venue cette idée? Merci de me donner la parole. J'aimerais réagir rapidement sur les sujets que vous avez évoqués. Allez-y. Dire donc à nos amis sénégalais que dans une crise, lorsqu'il y a urgence, comme il y a urgence aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux de réaction. Donc la première réaction, c'est celle qui nous permettrait donc rapidement de pouvoir débloquer ce dont on a besoin là pour pouvoir pour éviter cette crise alimentaire. Donc aller au plus urgent. Aller au plus urgent, donc aller voir les protagonistes et puis leur expliquer qu'il y a urgence et il faudrait que ce blocus soit levé. Première chose. Et donc sur ce coup-là, je suis tout à fait d'accord avec la démarche du président Macky Sall. La deuxième chose, en tant qu'Africain, il faut donc réfléchir à une solution de long terme, parce que nous ne savons pas jusque quand cette guerre va durer, et donc on ne sait donc pas jusque quand cette crise va durer. Donc il faut chercher des solutions internes, donc des solutions africaines. Et là encore une fois, la mise en place d'une politique agricole commune serait un élément bienvenu, tout en considérant pas seulement les pays, mais alors je vous pose la même question. Vous croyez que dans les semaines à venir, un grand sommet va réunir les personnalités africaines et ces personnalités vont discuter sur la façon dont il faut lancer véritablement les productions, surtout les productions agricoles? Je pense que face à la menace qui nous guette, c'est ce qui se fera. Naturellement, nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. Et comme vous l'avez bien dit, l'Asie aujourd'hui n'en parle pas, ils n'ont pas de problème. Voilà, c'est ceux qui ont des problèmes doivent trouver des solutions à leurs problèmes. Et je pense que l'Afrique a les ressources de pallier à ce problème-là. Peut-être pas immédiatement, mais sur le à moyen terme et long terme, oui. Je pense que c'est ce qui sera fait, c'est ce qui doit être
Vous pensez que ça va être fait? OK, maintenant, allons-y pour la question tout aussi essentielle qui vous concerne, la transformation des matières premières, telles que... La transformation du cacao. Voilà, vous transformez le cacao en chocolat. C'est ça. Avec Alors, quel type de difficulté? Alors, il faut dire que nous avons, nous, à notre niveau, donc je parle de l'entreprise Condica, l'entreprise que je représente ici, qui a été créée par mon père, donc qui appartient à notre famille. Nous avons fait très tôt le choix de la transformation. C'est-à-dire que c'était dans les années 2000, début 2000, on parlait beaucoup d'exportation de fèves de cacao. Nous avons décidé donc de transformer donc, pendant ces années-là. Et aujourd'hui, ça nous sert bien, et on est content. Alors, comment est-ce qu'on arrive à la transformation? On arrive à la transformation de cacao tout simplement parce que le créateur de l'entreprise a travaillé dans le cacao. Le créateur de l'entreprise se dit que il y a beaucoup plus de valeur dans la transformation que dans l'exportation, ce qui est évident. Et donc tout de suite, on décide de mettre en place un plan et d'aller chercher les ressources pour voir ce projet-là aboutir. Donc en 2008, on arrive à exporter nos premiers cartons de masse de cacao. Donc faut dire qu'il y a plusieurs étapes dans la transformation de cacao. Il y a la transformation des produits du cacao en produits semi-finis. Donc masse de cacao, beurre de cacao, totaux de cacao, poudre de cacao, et ensuite intervient donc la transformation en chocolat. Donc avec notre unité, nous faisons la première transformation, donc de la fève de cacao à la masse de cacao, produit de cacao, masse de cacao, beurre de cacao, totaux de cacao. Donc on le fait depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, et ça marche très bien. OK, alors question encore. Est-ce que vous avez besoin que l'on fasse, par exemple, comme le Gabon l'a fait concernant le bois, en décidant que aucune bille de bois ne sorte du pays sans une première transformation? Est-ce que vous avez besoin que en Côte d'Ivoire ou au Ghana ou dans n'importe quel autre pays où l'on produit du cacao, est-ce que vous avez besoin que l'État décide que les fèves de cacao ne sortent pas, mais subissent une première transformation? Alors, dit comme ça ou fait comme ça, ce serait le paradis pour moi, mais bien évidemment, nous savons donc que c'est un peu utopique. Il faut dire que... mais au Gabon, concernant le bois, ça a été fait, hein? Oui, aujourd'hui, si vous voulez, les enjeux font que il faut y aller progressivement. Donc, le gouvernement a mis en place donc un programme d'incitation, donc à plus de transformation. Donc, ce programme-là permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'être le numéro 1 des broyeurs dans le monde, devant la Hollande. Donc, depuis un certain temps, ça se fait, mais progressivement. Mais comme vous le dites, ce serait l'Eldorado pour nous, bien évidemment. Mais au-delà de ça, il faut le décider, mais il faut l'accompagner. Donc, il faut que ce soit accompagné, donc que les ressources soient mises à disposition. Justement, quand vous parlez d'accompagnement, comment est-ce qu'on trouve les finances? Sirécy tout à l'heure l'a dit, quand on détient la matière, eh bien, on peut utiliser cette matière pour disposer des fonds. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, moi, je reviendrai juste simplement à l'origine donc de notre entreprise, c'est-à-dire en 2006, lorsque le projet de transformation germe dans notre esprit, y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement. C'est une utopie même pour les organismes financiers de l'époque qui se disent que ce sont des produits ou ce sont des secteurs d'activité qui sont réservés donc aux Européens et tout ça. Donc il a fallu donc dans le temps des hommes forts, des entités fortes dont je ne citerai pas les noms ici. Est-ce que ont décidé de véritablement Est-ce que les établissements financiers, c'est-à-dire les banques, est-ce que les banques jouent le jeu? Oui. Aujourd'hui, les banques jouent le jeu. Les banques sont très impliquées donc dans le financement de la transformation parce qu'aujourd'hui, elles comprennent cette activité-là. Donc, je vous dis, à l'époque, on était un peu avant-gardiste. C'était en
En 2006, il n'y avait pas 3 unités de transformation locales, il n'y en avait pas 2 non plus. On était l'une des premières détenues par un Ivoirien à faire de la transformation de cacao. Donc, à l'époque, les gens ne comprenaient pas. Aujourd'hui, ils comprennent mieux et ils accompagnent véritablement. Parce que, en Côte d'Ivoire, si tu fais pas du cacao, enfin, le cacao rapporte énormément. Donc, aujourd'hui, elles sont vraiment à l'aise. Voilà. Alors, autre question, qu'est-ce qui fait que les pays africains ne procèdent pas à la transformation de leur matière première? Si vous dites que ça marche bien, qu'est-ce qui coince donc? Bon, vous donnez le bel exemple du cacao avec vous-même, mais il y a plein d'autres produits, le pétrole, le bois, etc. Bon, on le fait. On le fait. Je pense qu'il y a des Africains le font. Peut-être pas assez, mais les Africains le font. La première chose, c'est vrai que notre ami tout à l'heure disait que les fonds sont accessibles. Oui, les fonds sont accessibles sous certaines conditions. Conditions que les Africains dans lesquelles ils ne rentrent pas forcément. Voilà. Et par exemple, une unité de transformation de cacao disons de 30 000 tonnes, elle vous coûte à peu près 35 millions d'euros. Donc les ressources, il faut aller les chercher. Il faut vraiment aller les chercher, 35 millions d'euros. Combien est-ce que le promoteur mettra et combien est-ce qu'il ira chercher à la banque? Vous voyez un peu? Et là, je vous parle du cacao. Dans le pétrole, c'est des investissements qui sont encore plus lourds, importants. Oui. Voilà. Donc, ça dépend vraiment du secteur d'activité dans lequel on veut rentrer et des moyens des promoteurs de ces projets-là. Et c'est à cela que nous disons que si nous voulons plus de transformation, il faut vraiment faire confiance en mettant à disposition les ressources dont les différents opérateurs ont besoin, surtout les opérateurs qui ont déjà fait leur preuve. Oui, mais il faut bien commencer quelque part. Donc, on a le Sénégal qui va bientôt entrer dans la production de gaz et de pétrole. La Côte d'Ivoire déjà pays producteur de pétrole. Il y a bien d'autres pays africains qui sont des pays producteurs de pétrole, mais vous regardez, pratiquement aucun ne raffine vraiment la production dont il a besoin. Alors, comment est-ce que vous expliquez cela? Alors, ça c'est par expérience, je dirais, pour qu'une industrie fonctionne correctement, c'est vrai, il faut de l'argent, il faut des ressources financières, il faut des ressources humaines. Donc, il faut un savoir-faire. Et vous verrez, par exemple, que les Chinois, bien qu'elle ait suffisamment de moyens, dans des industries où elle n'avait pas les compétences, elle a fait des partenariats gagnant-gagnant qui lui ont permis donc de faire l'acquisition de ces compétences-là, qu'elles soient humaines, techniques, informatiques, etc., etc. Donc, il faudrait regarder de ce côté-là, voir si dans ces différents secteurs où l'on veut se développer, est-ce que les compétences existent, et si elles n'existent pas, il faut les acquérir. Voilà, tout simplement. Ok. Alors, réaction, question à Monsieur Metch, mes chers amis sur le plateau ici. Oui, bon, moi je comprends bien ce que dit Monsieur Metch. Hein. Je pense que pour une structure privée, c'est compliqué. Maintenant, quand c'est, comme il l'a dit tantôt, un titre minier, pour mobiliser des ressources financières, c'est pas un problème. Maintenant, il faut cette volonté politique de vouloir bien gérer la chose. Au lieu de bazarder, par exemple, les produits, je pense que il faut avoir les ressources humaines dont il faut, avoir les ressources financières dont il faut, et être animé de cette volonté politique qui dit que je transforme ce que je produis avant de vendre. Et je pense que là, c'est pas un problème. Le problème, c'est pas pour l'État qui a des titres miniers, comme on l'a dit tantôt, mais c'est pour les privés. Pour le privé, il va falloir qu'il aille chercher une banque qui va la faire confiance. Et ça, c'est le domaine des transformations. C'est pas un domaine qui sévit beaucoup en Afrique. Et les banques sont beaucoup réticentes pour dire OK, je vais vous passer l'argent, vous allez faire de la transformation. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Maintenant, comme il l'a dit, les banques maintenant ont vu que
la chose marche. C'est possible. C'est possible, ça commence à générer des sous. Là, maintenant, ils deviennent disponibles pour prêter de l'argent, pour mobiliser des fonds. Ok. Monsieur Sirissi? Oui, oui. Et d'ailleurs, tout en saluant notre frère de Côte d'Ivoire, Monsieur Metch, Monsieur Metch, et tout en étant d'accord avec lui, c'est d'ailleurs là où qu'il faut se désoler un peu de nos autorités et de nos dirigeants. Parce que vous savez, la banque est dans son cœur de métier. La banque ne fait pas dans l'idéologie. La banque fait dans le business. Dès lors qu'il trouve une activité, ou la banque trouve une activité que c'est profitable du point de vue économique, elle vient investir. Mais la banque ne prend pas des risques fous, comme on dit. La banque va prendre un risque à un certain niveau. Maintenant, il appartient à nos États de venir en aide nos entrepreneurs. En quoi faisant? Parce que la banque est dans la logique du gain, de gagner de l'argent. Mais développer un pays, développer un État, une nation, etc., c'est du ressort de l'État. C'est pourquoi les États doivent mettre en place des fonds d'investissement pour ces genres d'initiatives privées. Si nous ne le faisons pas, nous tombons dans le jeu des autres. Parce qu'en réalité, les défis auxquels actuels que nos pays africains sont confrontés, ce n'est pas de l'entrepreneuriat, je suis désolé. Beaucoup le disent, mais les défis et les enjeux de notre... Encore une fois, je précise ma pensée. Je ne dis pas que l'entrepreneuriat n'est pas bon. Je ne dis pas que les petites et moyennes entreprises, c'est pas bon. C'est même vital. Mais l'enjeu de développement à l'étape actuelle de notre continent africain, ce n'est plus dans l'entrepreneuriat, ce n'est plus dans les petites et moyennes entreprises, c'est dans les grosses entreprises, c'est dans l'industrialisation. Parce que seule l'industrialisation peut nous permettre de résorber ce gap de jeunes diplômés ou pas diplômés qui viennent taper à la porte de l'emploi. Mais si on suit la logique des bailleurs de fonds, etc., on va nous maintenir dans l'auto-entrepreneuriat. C'est quoi? À la limite, une entreprise qui emploie une ou deux personnes. À la limite, c'est son frère, sa sœur, etc. L'Afrique ne se développera jamais si elle mise ou elle croit que l'idée, c'est dans l'entrepreneuriat des unités industrielles ou économiques qui ne sont pas viables déjà du point de vue. Okay. Il nous faudrait aller vers l'industrialisation parce que seule l'industrialisation peut nous permettre de recruter 1 million, 2 millions d'employés parce que la population africaine est relativement jeune. Mais pour qu'on en arrive, il faut que nos États et nos gouvernements prennent leurs décisions en sachant que il est attendu, le développement de nos pays, c'est attendu d'eux, mais pas de la banque. Parce que la banque, il est dans le développement du capital investi, dans la profitabilité du gain. Et si nous voulons accompagner aujourd'hui ou reclasser nos continents africains, il nous va falloir aller choisir les petites ou les grandes entreprises, en faire des industriels ou des capitales d'industrie, comme le monsieur de notre frère. Okay. Merci beaucoup, Sirissi. Monsieur Philippe Metch, je rappelle que vous êtes un industriel, que vous avez décidé de procéder à la transformation des fèves de cacao en chocolat. On vous laisse votre dernier mot, on vous laisse l'occasion de dire votre dernier mot. Vous y croyez, vous pensez que votre activité va aller en se développement et qu'il y aura d'autres industriels dans ce même domaine et dans bien d'autres domaines? Bien sûr, bien sûr. Je pense que l'Afrique n'a pas le choix. L'Afrique n'a pas le choix. Il faut absolument transformer nos matières premières. Je vais juste revenir un peu sur le sujet premier, c'est-à-dire les engrais. Les engrais. Comment est-ce qu'on fabrique les engrais? L'engrais, enfin, en tout cas, l'engrais biologique, c'est du compost, de l'eau et puis une réaction anaérobie. Bon. Est-ce que vous pensez que nous ne sommes pas capables de fabriquer notre propre engrais? Qu'est-ce qui manque? La volonté politique. La volonté politique. Qu'est-ce qui manque pour fabriquer notre engrais? Aujourd'hui, puisqu'on ne le fait pas. Nous sommes face à une situation où on risque de manquer d'engrais. Je prends même mon cas, donc dans le secteur cacao. Si on n'a pas suffisamment d'engrais, et la majorité de l'engrais du secteur cacao est importé de Russie, si on n'a pas suffisamment d'engrais, on aura donc moins de productivité, moins de cacao, une envolée des prix. Alors, c'est pas mauvais pour le planteur, mais c'est mauvais, c'est aussi mauvais même pour le planteur, parce qu'en termes de productivité, il n'en aura pas assez. Ouais. Mais c'est mauvais pour tout le business. Ok, donc il faut sonner le réveil. Mais nous avons de quoi, sur le territoire africain,
fabriquer de l'engrais. Alors il manque la volonté. La volonté politique. Il faut donner les moyens. Il faut donner les moyens à ceux qui le font déjà, et puis aider d'autres personnes, d'autres entreprises à le faire. Et à ce moment-là, vous verrez qu'on sera bien tranquille. Merci beaucoup, Monsieur Metch. Merci beaucoup d'avoir pris part à cette émission. Nous la terminons avec. Justement, je voulais juste donner une idée. Aujourd'hui, l'État ivoirien doit faire de ce Monsieur Metch le plus grand capitaine d'industrie du chocolat au niveau de Côte d'Ivoire, comme la Suisse en avait fait avec la famille Linz. Parce qu'ils ont, c'est le même schéma tactique. Aujourd'hui, Linz est devenu une multinationale du chocolat, alors qu'il ne pousse même pas de cacao en Suisse. C'est parce qu'à un certain moment, le gouvernement en Suisse a décidé que Linz va monter en puissance et en gamme pour sortir de l'artisanat pour devenir une industrie. Et pour en arriver là, ce n'est pas seulement l'affaire des banques, c'est ça que je veux dire. Ça veut dire que la banque va jouer son rôle, mais nos États vont devoir jouer aussi le rôle. Et il est attendu que nos gouvernements puissent aider ces gens d'entrepreneurs comme M. Metz pour qu'ils deviennent au-delà des créateurs de richesse, des capitaines d'industrie dans leur... Il nous faut en Afrique des capitaines d'industrie qui peuvent recruter à 1 million, 2 millions de jeunes Africains. C'est à ce prix-là seulement que l'État va récupérer sa mise, parce qu'il est de sa responsabilité de créer le développement dans nos pays-là et non pas au secteur des banques ou je ne sais pas. Merci beaucoup, M. Siressi. Dernier mot, M. Oui, bon, je suis d'avis avec M. Si, sauf que il faut pas oublier d'où vient M. Metch. Je pense que n'eût été l'intervention de gros sponsors qui étaient prêts à miser sur lui, il n'en allait pas être là. Parce que il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Pour montrer l'intérêt de la chose. Voilà. Mais cette chose, où la chercher, je pense que la grande question, c'est là-bas. La grande question, c'est là-bas. Et tel que les choses ont été décrites, c'est vrai qu'ils souhaitent l'intervention de l'État, mais bon, ils se sont battus. Voilà, ils se sont battus au départ. Et ce combat qu'ils ont mené doit être en quelque sorte renforcé par une volonté politique. Et je pense que c'est dans ce sens que je rejoins un peu M. Si, en disant que l'intervention de l'État est fondamentalement importante, parce que c'est cette intervention qui donne à ces industriels le courage, la volonté, l'engagement, la détermination de continuer dans cette lancée et de devenir demain ce que peut-être l'État devait devenir si c'est lui qui s'est engagé dans la dynamique de développement industriel. Voilà, merci beaucoup. Il faut dire qu'il faut le rappeler, que l'Afrique, c'est 600 millions d'hectares de terres non cultivées, soit 60% du total mondial. Donc, il y a l'espace pour le faire. Nous avons une population jeune qui peut également y contribuer maintenant, comme ça a été dit sur ce plateau. Eh bien, il faut la volonté politique et il faut des modèles. On a eu celui qu'a décrit Monsieur Metch. Il est engagé dans la transformation de cacao en chocolat. Merci beaucoup, Monsieur Metch. Vous êtes intervenu d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à Monsieur Siressi. Vous avez aussi oublié que l'Afrique a les plus belles femmes au monde aussi, en plus des ressources. D'accord. Monsieur Siressi est le président du think tank Africa Worldwide Group. Et merci beaucoup à Monsieur Ndiaye, qui est président d'un parti politique, le Parti républicain démocratique sénégalais. Démocrate du Sénégal. Merci beaucoup à vous également d'être resté en notre compagnie. Eh bien, les choses sont ouvertes. On espère que l'Afrique ne va pas tomber dans cette crise alimentaire qui menace, parce que les bonnes décisions vont être prises. Merci encore d'être resté en notre compagnie. Au revoir et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Tribune du Mardi.